principales réponses qu'ont apporté les États de la région à la crise économique. On a voulu d'abord esquisser un panorama général des principales mesures adoptées par les États de la région, et puis aussi resituer plus largement les réponses adoptées par ces États dans la trajectoire de moyen terme des États latino-américains, et notamment voir dans quelle mesure on pouvait parler de retour des États, entre guillemets, et dans quelle mesure on assistait à une transformation, à une recomposition des modes d'articulation entre l'État et le marché, de la répartition des tâches entre l'État et le secteur privé. Donc, je vais évidemment pas avoir le temps de détailler, de résumer même cet article qui est effectivement assez long. Je vais simplement souligner quelques idées. Première idée, c'est effectivement que l'impact de la crise, contrairement aux espoirs initiaux de découplage des économies, a été généralisé. Donc, les dernières estimations de la CEPAL font état d'une contraction du PIB en 2009 de l'ordre de 1,8%. Le nombre de pauvres a augmenté légèrement dans la région pour la première fois depuis 2002. Donc un impact fort, mais, et c'est au moins aussi important, un impact très différencié selon les pays. On peut citer, il y a de nombreux facteurs en fait, qui expliquent cette différenciation, on peut en citer au moins 3. Premier facteur, le degré de la structure des partenaires commerciaux. Donc évidemment le maintien d'une forte demande chinoise a permis un rebond plus résilient évidemment que dans les États, par exemple, centro-américains ou au Mexique, beaucoup plus dépendants des États-Unis. Partenaires commerciaux. Deuxième élément, la dépendance vis-à-vis de l'exportation des commodités, des matières premières. Donc évidemment, la baisse des cours a affecté tout particulièrement des pays comme le Venezuela, l'Argentine ou le Chili ou l'Équateur. Et troisième élément, la dollarisation, le degré de dollarisation des économies, qui évidemment, plus une économie dollarisée, plus elle importe de fait la politique monétaire des États-Unis, et donc elle se prive d'un levier de relance. Donc un impact généralisé, mais un impact très différencié. Donc je vous invite pour les chiffres à consulter l'article. Je vais plutôt me focaliser sur les réponses et l'attitude des États. Donc les politiques qui ont été menées ont été massivement contracycliques, ce qui représente une inflexion tout de même historique quand on la compare aux politiques d'ajustement structurel qui avaient cours lors des crises antérieures. Une politique massivement contracyclique avec des plans de relance en général de l'ordre de 3% du PIB pour certains pays, Brésil, Chili, supérieur pour l'Argentine, de l'ordre de 6% du PIB, des plans de relance importants. Politique qu'on peut classer rapidement, schématiquement en 5 catégories. C'est plutôt des idéotypes, puisqu'il y a des politiques qui peuvent entrer dans différentes catégories à la fois. Une politique monétaire, avec notamment une baisse drastique et rapide en général des principaux taux directeurs des banques centrales dans la région. Il faut savoir qu'au Chili, en 6 mois, la Banque centrale chilienne a baissé son principal taux directeur de 8 points, donc de 8,25% à 0,5%, donc une baisse extrêmement rapide. Deuxième catégorie, politique budgétaire, avec notamment ces plans de relance et donc cette acceptation du déficit, ce recours massif au déficit public. Troisième catégorie, les politiques de soutien au commerce extérieur, politique de soutien aux exportations, avec notamment l'ouverture de nouvelles lignes de crédit, par exemple au Brésil, par la BNDES, de soutien aux exportations, notamment de soutien aux exportations des PME, qui a été un axe important dans la région. Il faut savoir par exemple que la Colombie et le Venezuela ne sont pas réputés pour avoir des relations faciles. On crée un fonds de soutien aux PME commun, qui a une taille limitée, qui a abondé de 100 millions de dollars par chacun des États, 200 millions en tout, donc ça reste limité, mais enfin il y a quand même une démarche là, même commune de soutien aux exportations. Quatrième type de politique sociale et de l'emploi, donc avec un maintien des programmes sociaux, voire un accroissement des programmes sociaux. Il faut savoir qu'en Amérique latine, on a eu une augmentation, mais je vais y revenir, des dépenses sociales. Ces programmes sociaux ont été maintenus pendant la crise. Les salaires minimums, dans la plupart des cas, ont été relevés, notamment dans la fonction publique. Donc politique sociale, de retour à l'emploi ou de maintien de l'emploi. Et puis, enfin, dernier type de politique de soutien à des secteurs particuliers, notamment les infrastructures ou l'agriculture. Donc, évidemment, ces politiques massivement keynésiennes, rapprochent l'Amérique latine des autres régions, des plans de relance aux États-Unis ou en Europe.
Donc elle a été rendue possible évidemment par la meilleure position macroéconomique des États latino-américains au moment de l'entrée en crise, la constitution de réserves internationales par certains États qui leur ont permis donc évidemment de réagir beaucoup plus rapidement. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment interpréter ça plus largement, ou comment interpréter ces politiques. Est-ce qu'on peut parler de retour des États? Bon, en termes plutôt analytiques, on ne peut pas parler de retour des États dans la mesure où, évidemment, pendant la période néolibérale, contrairement à l'image qu'on s'en fait parfois, les États n'avaient nullement disparu. Partout, dans les années 90 et 2000, la part des dépenses publiques dans les PIB a augmenté. Dans un pays, par exemple, comme la Bolivie, qui est souvent présenté comme un modèle de mise en œuvre du modèle néolibéral dans les années 90, la part des dépenses publiques dans le PIB est passée de 33% en 1986 à 38% en 2003, donc plus 5 points au cœur de la politique de privatisation. Donc on a quand même, donc les États n'ont jamais disparu, ils se sont plutôt recomposés en fait dans les années 90 et 2000, notamment autour de ce qu'on appelle une agencification, c'est-à-dire la création d'agences autonomes ou semi-autonomes administratives, d'agences de régulation. Il y a à peu près 130, 134 en ce moment en Amérique latine qui ont été mis en place tout au long des années 90 et 2000. Agences qui n'ont pas été remises en cause par la crise actuelle, notamment l'indépendance des banques centrales n'a pas été remise en cause. Donc on assiste plutôt à une recomposition plutôt qu'à un va-et-vient, plutôt qu'à un retour. La question c'est quelle est la nature en fait de cette transformation, quelle est la nature de cette recomposition des relations entre l'État et le marché. Alors on a un retour mais qui est très limité en fait, contrairement aux attentes ou aux craintes qu'on pouvait avoir, donc un retour à l'État producteur, c'est-à-dire une participation directe de l'État dans la production de biens et services, les nationalisations. On a eu évidemment, donc, ce qui vient tout de suite en tête, c'est la vague de nationalisation au Venezuela, dans le secteur pétrolier, secteur sidérurgique, nationalisation de la Banque du Venezuela, qui était une filiale de la Banque Santander, dans le domaine électrique aussi. Donc on a effectivement le cas vénézuélien, mais qui est à part, qui est finalement assez particulier dans la région, puisque même s'il y a eu effectivement donc, certaines nationalisations ou renégociations médiatisées, donc en Bolivie évidemment, notamment d'entreprises d'électricité, dans le transport aérien en Argentine, globalement les nationalisations sont restées extrêmement limitées, voire inexistantes dans bien des pays. Donc, retour à l'État producteur, pas vraiment, sauf véritablement au Venezuela, dans une moindre mesure dans certains autres pays. En fait, ce à quoi on assiste, et c'est évidemment un panorama plus nuancé, si on regarde la période 90-2009, c'est un enchevêtrement en fait, de plusieurs figures de l'État. On a effectivement un État pompier, ce qui est nouveau en Amérique latine, donc là on sort de politiques d'ajustement structurel. On a l'État qui n'hésite pas à créer des déficits, à intervenir massivement pour relancer les économies, et qui en a les moyens, dans bien des cas. Évidemment, le cas emblématique, c'est le Chili, avec ces 20 milliards, 30 milliards de réserves actuelles liées aux réserves constituées grâce aux ressources du cuivre, et aussi dans beaucoup de pays latino-américains à une gestion beaucoup plus prudente au cours des années 2000, donc avec tout un ensemble de dispositions qu'on appelle de responsabilité budgétaire, de responsabilité fiscale, qui visent à équilibrer les budgets à long terme, à moyen terme. Donc État pompier, ça c'est quand même nouveau, par la volonté et les moyens. État social aussi, c'est quand même ce qui frappe sur le moyen terme, c'est la Constitution. Alors, cette Constitution, elle est tout ce qu'on veut, elle est lente, elle est graduelle, elle est limitée, elle est progressive, elle a des revers, mais quand même la Constitution progressive d'États sociaux, d'État-providence. La part des dépenses sociales dans le PIB en Amérique latine est passée entre 1990 et 2007 de 10 à 16% du PIB, donc on a quand même plus 6 points des dépenses sociales. Et puis, on a toujours la marche vers un État qui est plus incitatif, qui est plus régulateur, donc qui fixe davantage les règles du jeu, qui crée des règles, qui encadre le marché. On a vu que les agences de régulation dans l'ensemble n'avaient pas été contestées, notamment dans des secteurs très importants comme les infrastructures, et qu'il y avait donc un retour qui était très limité donc de l'État producteur des nationalisations. Donc voilà un petit peu le panorama, l'articulation de l'État et du marché.